l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, aujourd'hui Léon XIV achève son voyage apostolique en Espagne après plusieurs étapes qui l'ont conduit à Madrid, Barcelone et aux Canaries. Et pour dresser un premier bilan, nous retrouvons Philippine de Saint-Pierre, journaliste accréditée permanente au Vatican, directrice générale de KTO et envoyée spéciale à bord de l'avion du pape. Bonjour Philippine. Bonjour Norine. Alors Philippine, vous avez suivi ce voyage au plus près depuis son ouverture jusqu'à cette dernière étape aux Canaries. On va revenir d'abord sur Madrid et cet accueil populaire incroyable. Oui, c'est sans doute ce qui nous aura le plus frappé parce que, j'allais dire, on est habitué dans plusieurs régions du monde à voir des grandes foules massées sur le chemin au passage de la papamobile ou de la voiture du convoi du pape. Ça se passe moins souvent en Europe et les derniers voyages de pape en Europe étaient tout à fait dépourvus de cette liesse populaire. Et là, vraiment, c'est le premier voyage européen de Léon XIV et on a été assez subjugué, je dois dire, à Madrid de voir plusieurs kilomètres parfois, y compris avec des foules côté soleil du trottoir, alors qu'à Madrid, d'ordinaire, on se met plutôt du côté de l'ombre, Oui, il faisait qui très attendaient chaud. pendant très longtemps, il faisait très chaud, mais qui attendaient donc très longtemps pour la joie de voir passer le pape dans leur ville. Et cet accueil populaire, avec en plus les chiffres qu'on a donné, les nombres de participants, 600 000 jeunes à la veillée, presque 1,5 million de personnes à la messe. C'était très impressionnant et sans doute, on n'en attendait pas autant. Quels ont été les grands moments de cette première étape à Madrid ? Ouais, évidemment, côté des célébrations, on garde en mémoire cette messe de la fête Dieu, hein, qui était quand même assez incroyable avec tout ce que la tradition espagnole sait faire de somptueux, absolument. C'était magnifique, les tapis de fleurs, etc. Et puis les textes du pape à cette occasion, cette vraie exhortation à ce que la tradition de l'Espagne catholique, ça soit pas quelque chose, ça soit pas un musée, a dit le pape, mais ce soit quelque chose de bien vivant. Et puis ce moment de veiller avec les jeunes, c'était un peu des mini JMJ espagnols, on pourrait dire, mais 600 000 jeunes qui font la fête, qui sont heureux d'être là, qui chantent et qui, en 1 minute, basculent dans le silence et le recueillement face au Saint-Sacrement. Je dois dire, Honorine, hein, je l'ai vécu plusieurs fois, peut-être même plusieurs dizaines de fois, mais à chaque fois, c'est spectaculaire et c'était extrêmement émouvant. On peut revenir aussi peut-être, Philippine, on prend le temps ce matin de faire ce premier bilan sur le discours que le pape Léon XIV a prononcé au Cortés, le Parlement espagnol, et c'était une première. Oui, alors déjà, dans une Espagne aujourd'hui qui se veut très sécularisée, hein, c'est très, très impressionnant déjà le fait que les Cortes, le Parlement, ait invité le pape à s'y exprimer. Et puis la teneur du discours du pape, qui est véritablement un guide de vie politique à l'usage des nations. Ça vaut pas que pour l'Espagne, mais évidemment dans l'enceinte du Parlement espagnol, il y avait des phrases qui prenaient une résonance particulière. L'Espagne, c'est un pays qui est à la pointe de la libéralisation des lois qu'on appelle sociétales, vous savez, sur l'avortement, sur l'euthanasie, etc. Là, le pape redit que toute société vraiment juste se fonde sur la reconnaissance de la dignité inviolable de la personne humaine et que cette dignité, en fait, elle peut pas du tout être soumise au changement de majorité parce que c'est quelque chose qui est totalement fondamental et il égrène un certain nombre de sujets, dont la liberté de conscience, dont la place de la famille, le droit pour les parents de choisir l'école de leurs enfants. Ça fait débat ici, hein, la question de l'enseignement. Donc c'est un énorme discours politique et en même temps, c'est dit à la façon de Léon. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression qu'il arrive pour imposer quelque chose. Il arrive très calme, très serein, très doux, j'allais dire, et en même temps, il dit les choses avec une grande assurance. Moi, ce qui m'a frappé, vous voyez, c'est que dans ces 3 jours à Madrid, à plusieurs reprises, il a dit « Je vous dis ça serein et ferme ». Et ben, de fait, c'était le cas. À Madrid, en tout cas, nous, comme spectateurs, on a été aussi marqués par le nombre de standing ovations auxquels le pape a eu droit, y compris au Cortés. Est-ce que c'est aussi significatif de quelque chose, selon vous ?
Bah, en tout cas, de la joie de l'Espagne et des Madrilènes Oui. de recevoir le pape, ça c'est certain. Probablement que dans l'assemblée des Cortés, c'était un peu particulier. Ces 7 minutes d'applaudissements debout de gens qui vraisemblablement n'étaient pas d'accord avec une partie du propos du pape, si l'on en croit leur programme politique. Mais il y avait la fierté peut-être, non seulement d'accueillir, mais d'être reconnus comme des interlocuteurs, d'être reconnus comme des partenaires. Et on peut se souvenir que dès son arrivée, dans son premier discours devant les autorités au Palais Royal, eh bien, le pape avait donné à l'Espagne et à l'Europe une sorte de feuille de route en disant que dans un monde où tout devient extrêmement polarisé, extrêmement simpliste, le fait d'assumer la complexité, ça pouvait être la vocation de l'Europe. Et donc, bah voilà, peut-être aussi que cette capacité à accueillir, à s'applaudir et en même temps à pas forcément être en accord sur tout, ça fait partie de cette complexité. Et puis, après Madrid, Philippine, le pape s'est rendu à Barcelone, la capitale de la Catalogne. Alors là, c'était une autre ambiance. Oui, bah d'abord, c'est forcément une autre ambiance. Tous ceux qui connaissent un peu l'Espagne connaissent la concurrence irrémissible entre les deux villes, les aspirations d'indépendance de la Catalogne. Donc évidemment, il y avait compétition. Il y a aussi une culture qui est tout à fait différente et il y a une sécularisation beaucoup plus manifeste à Barcelone qu'à Madrid, où sans doute les traces du catholicisme classique de l'Espagne sont plus prégnantes aujourd'hui. Donc au premier abord, c'est vrai que l'arrivée à Barcelone, c'est un peu froid parce que, à la différence de Madrid, pour le coup, pas immédiatement des foules partout dans les rues et même pas beaucoup de signes de la présence du pape. Mais ça, c'était au moment de l'arrivée parce que après, eh bien, le soir de la Sagrada Familia, il y avait quand même ces dizaines de milliers de personnes massées pour apercevoir le pape et puis pour profiter du spectacle aussi qui était donné à la Sagrada. On va y revenir dans un instant, mais juste avant, je voudrais que vous puissiez nous dire un mot sur tous ces temps consacrés par le pape à plusieurs rencontres avec des personnes en situation de fragilité, des prisonniers ou des bénéficiaires d'œuvres caritatives, par exemple. Quelle place ces rencontres ont-elles occupé dans la logique d'ensemble du voyage? Ouais, ce sont des éléments constitutifs. C'est vrai qu'on a tendance à être marqué par les grands moments, nous, comme médias, par ce qu'on appelle les grands directs, 1 million de personnes, c'est quelque chose qu'on va retenir. Mais dans la structure d'une journée du pape en voyage, il y a toutes sortes de rencontres. Il y a celles qui se font à l'écart des caméras et qui sont des occasions de dialogue, parfois politique, mais pas seulement. On peut penser à ce moment à l'Annonciature à Madrid où le pape a reçu des personnes victimes d'abus commis par des clercs. Ça se passe loin des caméras et ce sont des temps importants. Et puis entre les deux, il y a ce que vous mentionnez, c'est-à-dire ces rencontres en plus petits comités qui manifestent la paternité du pape, qui manifestent l'attention de l'Église aux plus petits, aux plus fragiles de nos sociétés, à ceux qui sont rarement sur le devant de la scène et avec quelque chose de extrêmement cohérent dans l'ensemble des propos. Si on prend l'ensemble des textes de Léon XIV depuis le début du voyage jusqu'au dernier jour, on verra qu'il s'adresse aux grandes foules ou qu'il s'adresse à des tout petits comités. Il manifeste la tendresse de Dieu et il appelle ses disciples à la cohérence. À Barcelone, il y a eu plusieurs appels à la fraternité, à l'unité, et puis parmi les temps forts, il y a aussi eu la prière au monastère de Montserrat, comme on dit en français. Qu'est-ce que vous retenez, Philippine, de ce moment sur le plan spirituel? Eh ben, d'abord que on voit tout de suite que Léon XIV est à l'aise dans le monde religieux. C'est assez joli à regarder cette espèce de familiarité immédiate avec les moines, quelle que soit leur obédience, si j'ose dire. Et il y a à Montserrat quelque chose de très particulier. Bien sûr, il y a l'histoire, ça fait 1000 ans qu'on prie à cet endroit-là. Bien sûr, il y a Marie, c'est un sanctuaire marial. Bien sûr, il y a aussi l'art liturgique, parce que c'est la plus ancienne chorale de garçons d'Europe, elle a plus de 700 ans. Tout ça est vrai. Mais c'est le lieu où un jour, Ignace de Loyola, après une nuit de prière, a déposé devant l'autel son armure de chevalier pour dire je change de vie et je vais suivre le Christ. Mmh. Et ça, si vous lisez, si vous écoutez ce que nous dit Léon XIV depuis son accession au trône de Pierre sur la paix désarmée et désarmante, désarmée et désarmante parce qu'elle est désarmée, Oui. eh bien c'est quelque chose de très important. Alors dites-nous bien sûr un mot sur cette messe tant attendue célébrée à la Sagrada Familia mercredi soir. C'était un des rendez-vous majeurs du voyage avec l'inauguration de cette nouvelle tour, avec la croix du Christ qui surplombe la ville.
Oui, c'était presque le prétexte, le Oui, motif du voyage, 100 ans après la mort de Gaudi, l'achèvement de cette tour et puis Gaudi dont le procès en béatification est ouvert, hein. Il a été, déclaré vénérable il ne par faut pas François dans l'oublier. les derniers mois de son pontificat et précisément ce qui est très, très intéressant, bien sûr, c'est magnifique, c'est somptueux, c'est impressionnant. Bien sûr, le monde entier avait les yeux tournés vers la Sagrada Familia à cette occasion et il y avait un son et lumière splendide. Et en fait, le pape, il a immédiatement tout ramené à la raison d'être, à la raison pour laquelle Gaudi, qui était un disciple du Christ, a voulu, a pensé tout cet édifice. C'est que la croix, elle culmine à plus de 172 mètres pour nous dire que c'est la croix du Christ qu'il faut suivre et pas pour nous dire, oh là là, c'est le plus haut bâtiment, la plus haute église du monde. Le Christ au centre, bien sûr, et ce voyage s'achève donc aujourd'hui aux Canaries, l'une des portes d'entrée migratoire vers l'Europe. Pourquoi est-ce que cette étape finale occupait une place particulière dans le programme du Saint-Père? Quel message est-ce qu'il voulait mettre en avant? Eh ben, 2 choses qui vont peut-être vous paraître contradictoires. C'était un voyage prévu par François. Il voulait venir aux Canaries parce que c'est un des lieux où viennent échouer beaucoup de Oui. migrants qui essayent de traverser la Méditerranée. Et c'est un grand lieu de tragédie de cette crise migratoire. Donc on pourrait dire qu'il ne naissait pas dans ceux de son prédécesseur. Et pour ceux qui auront entendu le discours qu'il a donné au port de Las Palmas en arrivant aux Canaries, eh bien, en fait, il vient dire c'était pas du tout une lubie de François pour ceux qui se seraient trompés sur la signification du propos de mon prédécesseur sur les migrants. C'est quelque chose qui vient de l'Évangile. Et c'était très très fort parce que le pape a choisi de commenter Matthieu 25 à partir du verset 41. Hein, vous savez, il y a ceux qui m'ont pas reconnu, qui m'ont pas donné à manger, qui m'ont pas accueilli. Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a pas accueilli? J'étais dans ces petits que vous n'avez pas vus et le pape a donné là véritablement une leçon très fondamentale sur le fait que c'est un point non négociable de l'évangile que d'accueillir aujourd'hui ceux qui, poussés par la détresse, se retrouvent ici. Mais il donne aussi tout un cadre de compréhension sur le droit des personnes à rester chez elles et le fait que la communauté internationale doit se mobiliser pour lutter contre les trafiquants qui profitent de ces migrations, pour lutter contre les conditions qui font que les gens ne peuvent pas vivre chez eux et pour lutter pour l'accueil digne et l'intégration de ceux qui échouent sur les côtes du Nord. Alors Philippine, ce voyage aussi a résonné avec ce que l'Église catholique en France s'apprête à vivre dans quelques semaines. On a eu des détails sur les étapes de la venue du pape en septembre prochain. Est-ce qu'il y a certaines dimensions de ce voyage en Espagne qui peuvent déjà nous éclairer sur ce qui pourrait être vécu en France? Chaque voyage est différent, chaque pays est différent. C'est de fait pendant cette visite en Espagne qu'on a appris quelques-unes des grandes étapes et puis les dates précises de la venue de Léon XIV en France dans quelques mois. Ce qu'on peut déjà tirer comme leçon de cette étape espagnole, c'est que le pape comprend très bien l'Europe, connaît très bien son histoire et qu'il a le désir de pousser cette Europe à être à la hauteur de sa vocation. Peut-être pour finir, Philippine, après ces jours passés au rythme des déplacements du Saint-Père au plus proche du pape, est-ce qu'il y a un souvenir, une parole, une image que vous retenez personnellement de ce voyage apostolique? La tendresse du pape, une tendresse infatigable qui se manifeste aussi bien avec les petits enfants qui se jettent dans ses bras, les bébés qu'on lui porte, Oui. mais aussi les témoins qui sont parfois venus partager des histoires douloureuses de leur existence ou des questions qu'ils portent et qui sont voilà, difficiles à affronter. Et la manière dont le pape accueille chacun, la manière dont il donne des grands câlins, des grandes embrassades, le regard qu'il a sur les personnes, c'est sans doute le plus impressionnant au long de cette semaine dans toute la diversité des événements qui ont été vécus. Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. On retrouvera bien sûr ce soir l'intégralité de la conférence de presse de Léon XIV dans l'avion retour et puis tous les temps forts. Et les flashs quotidiens de ce voyage sont bien sûr à retrouver en intégralité sur ktotv.com. Bonne fin de voyage avec le pape Philippine. Merci, bonne journée à vous.